Explications apportées par Pic à la doctrine du convivio ne sont pas moins dignes d'attention. Son ami Benivieni, ayant composé une canzone d'amore, est nettement inspiré par l'œuvre de Ficin. Pic rédigea un commentaire qui corrige celle-ci sur plusieurs points essentiels. Ficin avait montré que la Vénus supérieure étant le ressort même de l'intelligence, l'inférieure la puissance de la génération. Le cœur de l'homme se partage entre trois formes d'amour. L'amour contemplatif qui procède des joies pures offertes par la beauté, l'amour adapté à la vie active et qui ne sort pas du cercle humain, l'amour voluptueux qui ne distingue plus l'homme de la bête. C'est la gradation que ruine Pic en attribuant l'amour voluptueux ou bestial au domaine du sens et à la Vénus vulgaire, et en dédoublant la Vénus supérieure en une fille de Saturne qui règne sur l'amour humain ou profane au niveau de Ratio, et une fille de Célio ou Uranus de l'ordre de Mens qui préside aux effusions de l'amour sacré, purifiée de toute adhérence à la beauté visible perçue par la vue et l'ouïe. L'amour du second ordre n'est plus que l'attachement à une beauté abstraite, à un effet d'harmonie. Malgré les formules du platonisme, l'ascétisme de Pic, soucieux d'écarter toute pensée qui rappellerait Lucrèce, s'écarte finalement de Platon lui-même. L'analyse du choc donné à l'âme par la beauté physique et des étapes de la sublimation amoureuse indiquait chez Ficin une conscience exacte du problème. Et ce fut peut-être le thème du convivio qui avait eu le plus de succès. Pic s'en détourne, préludant aux sévérités de Savonarole. Le prédicateur de Saint-Marc devait en effet, sur ce point comme sur tant d'autres, prendre directement le contre-pied de l'humanisme de Ficin, en soulignant ce qu'il y avait de naïf et de suspect dans la thèse maîtresse du convivio. Si l'on dit que Socrate contemplait la beauté des jeunes gens pour découvrir dans la beauté corporelle celle de l'âme, je ne voudrais pas te conseiller d'en faire autant, ou de regarder une jolie femme pour admirer la beauté divine. C'est tenter Dieu. Le dessein de Pic était de porter plus résolument que Ficin le problème de l'amour sur le plan métaphysique, en ne conservant qu'un schéma d'allégorie. Vénus n'est autre que l'ordre de ces idées, dont dépend l'ordre du monde appelé destin. Il s'ensuit que Vénus domine ce destin sous ces trois aspects désignés par le nom de Parches. L'interprétation de la fable de Vénus et de celle de Saturne est à réformer en ce sens. L'amour véritable a pour fonction d'arracher l'âme aussi rapidement que possible à la condition terrestre, à l'attachement du sensible et de la reconduire à sa condition angélique. Une belle page indique clairement cet objet. S'élevant de perfection en perfection, l'homme atteint ce degré où son âme, entièrement unie à l'intellect, et où d'homme devenu ange, enflammé tout entier de cet amour angélique, comme une matière saisie par le feu et transformée en flamme, purifiée de toutes les ordures du corps terrestre et métamorphosée en flamme spirituelle, par la puissance de l'amour, volant jusqu'au ciel intelligible, elle se repose dans les bras du Père primordial et y trouve la félicité. Le sentiment d'une beauté indicible qui mène à Dieu accélère en quelque sorte le double mouvement de descensus et d'expansion, d'ascensus et de concentration qui éprouve et dilate la conscience. Il ne lui permet pas de s'arrêter comme le voulait Ficin à la dignité des êtres particuliers, mais dans cette voie le philosophe devait être aussitôt dépassé par Léon Hébreu, chez qui l'intuition du circulus métaphysique désigne à une sensibilité plus frémissante la divinité dans le spectacle même de la beauté et de la sympathie universelle. Les formules tirées du banquet de Platon servaient donc de support dès la fin du XVe siècle à des attitudes très différentes. Le succès éclatant qu'obtint Ficin en les paraphrasant et en y cherchant pour la vie intérieure une lumière qu'on ne trouvait pas ailleurs est le plus remarquable indice d'une révolution de la sensibilité. Loin de fuir et de considérer avec la stupeur inquiète que trahit encore un Pétrarque l'état de tension où jette le désir, l'agitation des sens et du cœur, l'homme,
doit les rechercher et découvrir dans le trouble irremplaçable provoqué par la beauté ce qui fait le prix de son existence. Il faut consentir au raptus de l'âme par cette forme certains êtres, certaines apparitions sensibles dont la vertu est de nous arracher à la vulgarité et au faible horizon des sens. L'appareil littéraire et scolastique dans lequel s'enferme à la Renaissance toute la réflexion sur ces expériences essentielles peut du moins aider à comprendre les détours suivis dans la poésie et dans l'art par les impulsions nouvelles. L'imagination est liée avec passion. Certains objets, c'est ce choix instinctif que les analyses des traités d'amour s'efforcent inlassablement de justifier. Mais c'est seulement au temps de l'Académie que l'on a senti l'urgence de définir le degré de réalité propre à chacune de ces manifestations, d'analyser la part de la perception, de l'image, de l'attention spirituelle dans cette fonction type de l'âme et d'en hiérarchiser tous les aspects dans le parcours suivi par les métamorphoses du désir. L'important est pour Pic le pouvoir qu'a l'amour d'abolir successivement tout ce qui précède son ardeur et d'élever toujours plus durement l'âme à la contemplation de l'un. À cette voie sévère de la pureté chrétienne s'opposera l'effusion de Léon Hébreu qui semble vouloir élargir toujours davantage la surface embrassée par un éros qui ne se détache pas de l'horizon sensible. La pensée de Ficin travaille en quelque sorte entre ces deux limites. Il s'attache volontiers à l'analyse des états complexes où la crise n'est pas encore prévue, où l'âme découvre, dans la fête intérieure, qui est le trouble d'éros, au sens élevé de Platon, d'inépuisable possibilité. Il enseigne à n'en rien perdre et à en saisir les virtualités grâce au mythe antique qui donne un contour aux aspirations de l'homme et d'un simple mot, d'une simple image, les lui rendent présentes. C'est à quoi répond le culte de Vénus Humanitas, institué pour l'Académie, recommandé à ses adeptes et destiné à donner un horizon commun aux joies que donne le spectacle de la nature, à l'admiration qu'éveille la vue des belles personnes, au goût de l'art, bref, à évoquer l'idéal d'une culture qui fait place à tous ses degrés aux forces démoniques et à Eros. La doctrine ne se termine donc pas en mystique de la mort et intellectualis, comme chez Pic. Elle reste une philosophie de la volupté et elle est défendue contre l'extase panthéiste par les articulations multiples du parcours qu'elle propose à l'imagination et au sentiment. On s'éloignera assez vite de ces précautions et de ces finesses au moment où les survivants de l'Académie se regrouperont et songeront à la faire revivre à Florence. Celui qui assumera le rôle de continuateur de Ficin, Francesco da Giacchetto, éprouvera le besoin d'écrire vers 1508 un traité De Amore traduit en italien en 1511 et un Panegyricus in Amorem aussitôt traduit où sont réaffirmés les thèmes majeurs du banquet de Platon. L'amour de la beauté corporelle est le premier degré de l'amour supérieur et cette ascension s'accorde avec l'ordre universel. Mais l'ouvrage n'était pas de taille à lutter contre les brillantes adaptations du thème qui venaient à la mode dans les cours d'Italie septentrionale. Il n'est pas surprenant que Pietro Bembo, le fils de l'ambassadeur vénitien, si chaleureusement accueilli à Careggi, ait voulu composer un traité plus poétique et plus sensible, plus adapté au goût mondain que les commentaires florentins. Mais les Azolanes adaptés, les Azolanes se marquent précisément le terme du néoplatonisme authentique et font mieux apparaître par contraste les traits particuliers de la doctrine d'Eros au Quattrocento. Dans le jardin de Vénitie, Lavinello définit bien contre ses interlocuteurs trop sévères ou trop indulgents les trois expressions pures de la beauté, seules dignes de l'amour. Il conduit encore celui-ci jusqu'au terme de la contemplation en évoquant l'ermite, étrange figure romanesque qui garde quelque chose du sacerdoce musarum florentin. Mais tout appareil métaphysique est écarté pour plaire au public peu intellectuel de Venise, et Bembo fait définitivement de la beauté féminine l'objet privilégié de l'amour platonique. Catherine Cornaro prend la place du beau Giovanni Cavalcanti qui était dans le banquet de Ficin par un choix tout hellénique, le héros de la fête, avec la mise en scène antique et la préférence au demeurant si pudique
de Ficin pour la beauté masculine est définitivement écarté des traités d'amour. L'éros socraticus est devenu l'amour platonique. En développant leur théorie métaphysique de l'amour, les Florentins du XVe siècle avaient pensé qu'il y avait dans le principe d'éros l'un des secrets de l'art. Depuis le Dolce stile nuovo, il était d'usage de comparer le travail provoqué dans l'âme par la passion à l'ouvrage de l'artiste. Ficin reprend l'analogie. C'est l'amour qui sculpte, l'amour qui peint, et cette statue, cette image cachée dans le cœur, deviennent vite si précieuses qu'elles se substituent à l'être aimé, car c'est à leur niveau que s'opère le passage du sensible à l'idée, où l'âme découvre comme un horizon nouveau. Cette exaltation profane suit le même processus que l'amour sacré, dont les effets doivent eux aussi être expliqués par la grande comparaison du sculpteur et du marteau divin. L'âme est frappée à coups violents par le désir de la beauté supérieure. L'acte concret de l'artiste est ce qui fait le mieux saisir ce rapport tendu entre une matière et une forme, entre le sens et l'idée, que l'amour a le pouvoir de provoquer. Inversement, quand les artistes voudront donner toute sa signification à leur démarche créatrice, ils ne l'exprimeront qu'à travers l'analogie de l'amour. Le troisième discours du Convivio rapporte à la puissante intervention d'Eros tous les arts, dont il est maître et seigneur, depuis ceux qui règlent l'harmonie du corps, comme la médecine et la gymnastique, jusqu'à ceux qui contrôlent l'harmonie de l'âme, comme la musique, et ceux qui élèvent à la contemplation, c'est-à-dire la poésie orphique au sens de Ficin. La gradation est calquée sur le modèle grec, mais c'était réaffirmé qu'on ne comprend l'efficacité des arts qu'à partir de l'énergie démonique du créateur. L'analogie est si précieuse et si fortement fondée que pour traduire ses tourments et son effort, Michel-Ange n'aura que le langage de la lyrique amoureuse et des tratatiesti, le génie, le pouvoir, et de faire face à des séductions si violentes qu'avec Platon et les poètes, il faut aller jusqu'à comparer à la mort. L'autorité des thèmes propagés par les humanistes apparaît même dans les écrits de Léonard. Il est dit dans le Convivio que l'âme de l'amant devient un miroir où brille l'image de l'objet aimé. Tel est précisément pour Léonard le comportement du peintre devant la nature. Miroir fidèle des formes, il devient leur révélateur. Cet abandon à l'objet, ce mouvement intérieur qu'il épouse, lui paraissent essentiels. Il le relève dans un passage connu, vraisemblablement inspiré de Ficin sur l'amant qui se meut vers la chose aimée pour s'unir idéalement à elle. Et il a pris la peine de noter dans un carnet de 1492 une sentence que l'on prend souvent pour une formule originale, qui pinge figura e se non può essere lei non la può porre. Le peintre ne peut réaliser son œuvre que par cette espèce d'identification amoureuse d'où surgit l'image. Le texte vient du Convivio de Dante, où il illustre simplement l'idée qu'un objet vil ne produira rien que de vil, mais il venait d'être repris par Pic dans le commentaire à la Canzone des Benivieni pour rappeler le primat de la forme intérieure de l'idée intelligible. Furor divinus, l'inspiration. À la faveur de ces spéculations, une notion décisive pour la psychologie de l'art s'imposait au milieu florentin, celle de l'inspiration. Comme tant d'autres motifs qui allaient devenir essentiels à la culture de la Renaissance, celui-ci avait été élaboré par les commentateurs de Dante et de Pétrarque et se dégageait naturellement d'une certaine tradition médiévale de la poésie ars divina. Dans la vie de Dante, 1436, Leonardo Bruni opposait à un type de poète qui procède par science et étude le type de l'inspiré qui crée per ingegno proprio agitato e commosso da alcune vigore interno e nascoso, il quale si chiama furore ed occupazione del mente. Mais le commentateur du Phèdre plaçait Dante dans le premier groupe. Il en va tout autrement avec Landino qui, dans la préface à son édition commentée de 1481, consacre un long chapitre au furore poetico devenu le principe de tout art poétique, et en particulier la clé d'un poème théologique comme la Comédie. Mais entre-temps avaient eu lieu les entretiens de Careggi et Ficin
avait publié son commentaire au banquet où la théorie de l'enthousiasme se déclarait avec ampleur. Dans le 7e discours, Cristofore Marsupini définit la fureur divine, furor divinus, comme une sorte d'illumination de l'âme raisonnable par laquelle Dieu relève l'âme qui a glissé au monde inférieur et l'attire au supérieur. Remontant un à un les degrés qu'elle avait descendus, l'âme doit émerger de ses limitations successives par un effort qui répond à l'appel divin. Cette expérience intime a souvent été décrite par les mystiques païens et chrétiens. L'arrière-plan de la doctrine est proprement une cérémonie d'initiation. Le porte-parole de Ficin énonce ainsi, d'après le Phèdre, il y a 4 espèces de fureur divine. La première eut la fureur poétique, la seconde celle des mystères sacerdotaux, la troisième celle de la prophétie, vaticinium, la quatrième est celle de l'amour. La poésie dépend des muses. Le mystère de Bacchus, c'est la divination d'Apollon et l'amour de Vénus. Les fureurs sont donc graduées pour former l'échelle intérieure de l'âme. C'est au sommet qu'elle retrouve son harmonie et son intégrité quasi divine. Leur hiérarchie exprime les diverses ressources pour dominer ces dissonances intérieures. La poésie calme son agitation désordonnée. Les actes du culte, qui relèvent de Dionysos, dieu sacerdotal, rectifient plus intimement encore la nature et préparent cette exaltation apollinienne qui la rétablit finalement avec tous ses privilèges au niveau de l'esprit angélique, où l'amour divin peut l'envahir. Tel est le sens des figures mythologiques, les muses, Bacchus, Apollon et Vénus, qui président à ces dépassements successifs des limites des sens, de l'espace et du temps. La première apaise dissonance et désaccord intérieur. La seconde rassemble ces parties accordées en un tout, que la troisième élève au-dessus de ces éléments, et la quatrième a une unité supérieure à l'essence et au tout lui-même. L'art est le premier degré, le ravissement de l'amour sacré est le dernier. L'itinéraire qui comble l'âme commence au plaisir poétique et s'achève dans la joie de la contemplation. L'un appelle l'autre. La vie de l'esprit exige pour s'accomplir la collaboration mystérieuse de l'affectivité et de l'intellect qui veut exprimer l'échelle des furores. Sensible au besoin d'une génération qui s'éprenait avec lui des subtilités de la vie intérieure, Ficin avait abordé de bonne heure ces thèmes fournis par le Phèdre. Une épître de jeunesse, 1457, esquissait déjà la théorie de l'enthousiasme. Il ouvre à l'âme une vision intense et féconde qui l'arrache à la médiocrité. Poesis a divino furore, furor a musis, museo vero a Jove proficicuntur. Mais s'avançant encore avec prudence dans un domaine mal exploré, Ficin s'efforçait toujours, surtout, de bien distinguer les enthousiasmes justifiés qui élèvent de leur imitation dangereuse qui dégrade. L'amour vulgaire est une parodie de l'amour qui sait se tourner vers l'idéal. Il y a une poésie inférieure qui agite inutilement le cœur. La superstition exploite honteusement ce qu'elle entrevoit des mystères sacrés. La vaine prédiction s'arroge la préscience qui n'appartient qu'aux inspirés. L'important aux premières années de l'initiation platonicienne semblait être d'établir les privilèges imprescriptibles des penseurs et des poètes capables d'enthousiasme et que l'Académie reconnaissait comme siens.